Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, on espère que vous allez tous très très bien. J'en connais un qui va très bien aussi, je crois que vous êtes très très contents de le retrouver. Et cette semaine, on lui pardonne tout, donc il a rien chargé, il arrive en retard au rendez-vous, mais c'est pas grave, c'est sa semaine. Comment ça va Stan? Ça va, tranquille, tranquille. J'espère que tout le monde va bien. C'est la paix et la santé. Franchement, tu as vu, il y a le soleil. Il y a le soleil, même pas là. Tu vois, là, je vais ouvrir là, comme ça. Je vais enlever les rideaux et automatiquement, tu as le soleil qui est dans mon visage et tout. Tout va très bien. Franchement, c'est l'été avant l'heure. Je vois des papillons dehors. Je m'inquiète légèrement pour l'état psychologique et psychotropique de notre ami Stan. Mais oui, c'est pas tout à fait l'été, mais c'est le printemps footballistique qu'il est en train de vivre. Ouais, et je pense quelque part qu'on a un peu tous vécu parce que c'était une très très belle semaine de Champions. On est à la conclusion de ces quarts de finale aller de Ligue des Champions. Et avec Stan, on avait envie de revenir un petit peu sur tout, débriefer un petit peu tout. Ma sensation, c'est... Bon, déjà, ma première sensation, c'est il faut supprimer ce club de nullards et de tocards. West Ham 1, Arsenal 0. Ok, il y a un mois. Allez. Ma sensation, c'est que le foot va vite, les choses changent vite. Ça fait plaisir. On va parler de ton débrief claquette, sandales, tatane à la main. Pas de souci, ça arrive dans quelques minutes. Mais ouais, je trouve, genre, pour moi, là, à la conclusion de ces quarts de finale de Champions, ma sensation, c'est que on a vécu une semaine historique. Je pense que c'est la réaction de tout le monde sur, par exemple, le doublé de coup franc de Declan Rice. Le deuxième, il y a quelque chose de waouh, là c'est la sensation d'être en plein dans l'histoire. Et là, on a mis les deux pieds dans quelque chose dont on va reparler dans 10, 15, 20 ans, je pense, aussi longtemps qu'on vivra. On reparlera de ce moment. Genre, juste avant qu'on s'enregistre là, je suis allé sur ChatGPT et je lui ai demandé combien de coups francs directs a marqué Declan Rice dans sa carrière. Et il m'a fait la plus belle des réponses. Il m'a dit, en date du 8 avril 2025, Declan Rice a marqué 2 coups francs directs dans sa carrière professionnelle. Les deux ont été inscrits durant la victoire d'Arsenal 3-0 contre le Real Madrid, match aller de quart de finale de Champions. Comment est-ce que ça te fait sentir? Comment est-ce que t'as ressenti ça, vécu ça? Mon gars, moi franchement, j'étais surpris et je pense que la réaction que j'ai eue dans le débrief, c'est la réaction la plus honnête que je pouvais avoir. C'était de dire, en fait, moi, je savais pas qu'il savait faire ça. Tu sais, je sais pas en fait. C'est-à-dire, c'est comme si... Je sais pas comment l'expliquer en fait. Tu te réveilles un bon matin et t'as un mec avec qui tu travailles tous les jours. Vous êtes là, vous vous connaissez. Tu vois, moi j'ai l'impression que les gars, je les connais. Tu vois, moi je travaille avec eux chaque week-end. Je suis là chaque samedi, chaque dimanche, chaque mardi, chaque mercredi. Je suis là, je suis posé. Je regarde les matchs, je vois ce qui se passe. Donc j'ai l'impression d'être vraiment dans l'intimité un peu de mon club et de savoir ce qui se passe. Mais pendant toutes ces années, mais moi je lui en veux. La dernière fois, on a fait match nul ici face à Manchester United. Il y a eu un coup franc là. On a donné à Odegaard, il a frappé sur le mur. Mais donne ça à Declan. La dernière fois, on a fait match nul ici face à Everton. On a besoin de trucs. Je te jure, il y avait un beau coup franc. Encore une fois, c'est Odegaard, il est venu, il a frappé ça sur le mur. Mais je sais pas, moi, pourquoi, en fait, Declan, il savait faire. Il attend jusqu'à aujourd'hui pour faire. C'est pour cela que j'étais surpris. Je me suis dit, voilà, j'ai repensé à tous les points qu'on a perdus, à tous les coups francs qu'on a T'es pas bien dans ta tête. Le gars peut pas profiter du doublé d'un des plus beaux coups francs de l'histoire de la Champions. C'est là, mais c'est 2 points qu'on a perdus à Leicester il y a 3 ans. Là, ça aurait pu nous... Ouais, mais 12 coups francs directs tapés par Declan Rice dans toute sa carrière professionnelle. West Ham, Arsenal, l'Angleterre, tous ces matchs. 12 petits coups francs seulement tentés. Et pourtant, quand j'étais en train de regarder le match, télé irlandaise pour le coup, grâce à un dispositif très avancé en 3 lettres, première lettre V, dernière lettre N, le commentateur irlandais, avant que Rice tire son coup franc, franchement, il dit... et il y a un truc avec Rice, c'est que sa qualité sur coup de pied arrêté est très sous-cotée, très sous-cotée. Il lâche ça juste avant qu'il se mette à tirer le coup franc, parce qu'en gros, Rice tire les corners régulièrement, les corners rentrants, donc il dit sur corner, je l'ai beaucoup vu, il les tire bien. Et dans ma tête, je suis là, mec, tu prends beaucoup de risques à lâcher une phrase comme ça juste avant un coup franc. Ça va finir dans le mur et ça va faire un petit blanc à l'antenne bizarre. Et là, il enroule le mur d'une des frappes les plus somptueuses que j'ai jamais vues. C'était vraiment magique. La puissance qu'il met dans la balle, et encore une fois, et je dis à chaque fois qu'il y a plusieurs choses qui peuvent rendre un but mythique. C'est dommage. Il y a des frérots, ils mettent ça au quartier, personne n'a vu.
Je suis désolé pour toi, franchement. Bien Tu vois, sûr, t'as mis ça au five dimanche passé, c'est bien, bravo à toi, tu es très ouais. fort, mais tu Le es... contexte, ouais, l'importance Voilà, du mais contexte. Ouais. c'est le contexte qui rend ça mythique. C'est que là, tu reçois le Real Madrid, que tu joues jamais en plus dans l'histoire de la Ligue des Champions. Comme par hasard, c'est deux Bien sûr, clubs ouais. qui se touchent pas d'habitude, tu vois. Donc, eux, ils font leur Une campagne, seule on fois, fait... une double Ouais, confrontation en 2006. Ouais, voilà. c'est incroyable. Donc déjà Ouais. là, tu joues un club que tu n'as pas l'habitude d'affronter. C'est un grand club, c'est mythique. Ils viennent chez toi en premier, quart de finale de Ligue des Champions, donc même pas phase de poule. Tu claques 2 coups francs comme ça face à un gardien comme Thibaut Courtois. C'est-à-dire qu'un Ouais, gardien ouais, qui fait un grand match en plus. Il fait un ouais, grand ouais, match, le ouais. Courtois en plus. Non, c'est plus que mythique. Je pense que Declan, il l'a dit en plus en sortie de match et tout, ça va lui prendre du temps pour se rendre compte de ce qu'il a accompli. Et je pense que nous tous, on en est d'accord. C'est plus qu'un match référence, c'est un match historique, en fait. Franchement, ça fait plaisir. Hein, c'est pas, parce que les gens s'en rendent pas compte, tu vois. Ils vont le prendre avec beaucoup de détachement. Tu vois, par exemple, tu es un supporter du Barça, tu as l'habitude de battre le Real. C'est ton quotidien. Non, mais franchement, tu vis dans cela. Donc, tu as même banalisé l'affaire, en fait. Tu vois, les gars, tu les prends. Chaque année, ils vont aux États-Unis, ils se font taper. Ils vont là-bas, ils se font taper et tout ça. Quand tu es un fan d'un autre club et que ton club, en plus de ça, n'a pas gagné la Ligue des Champions, tu vois, et que tu joues la Ligue des Champions, et qu'en face de toi, tu as celui qui a gagné 15 Ligues des Champions, qui est le plus fort et qui est, qu'on le veuille ou non, chaque année favori, quel que soit son statut, qu'il soit malade ou en santé, il est toujours favori. Quand tu réussis à aller chercher cette victoire-là, en sachant que d'habitude, c'est des matchs qu'on choque face à des Bayern, des Barça et tout, non, franchement, c'est incroyable. Je pense que c'est sensationnel ce que Declan a fait. Et même l'équipe au complet. Non, je suis très heureux, Willou. Franchement, en fait, c'est la thérapie inversée. Voilà, exactement ce que j'allais dire. Il faut toutes ces séances de thérapie ont payé. C'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Moi, psychologue, toi, patient. Et c'est le symbole d'une thérapie qui a bien abouti, qui a bien réussi. Ouais. Il reste quand même un match retour. Attention, Bernabéu. Parfois, il se passe des choses mystiques là-bas. Peut-être on se retrouve dans une semaine et c'est une thérapie que je te facture très, 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 très cher. Mais je te le souhaite pas. Non, par contre, il y a un commentateur, il a dit un truc très pertinent à la conclusion du coup de sifflet final. Il dit, c'est sans doute le plus grand match de l'histoire de l'Emirates. Depuis que vous êtes à l'Emirates. Et je pense ouais. Hein. Je pense ouais, parce que vous n'avez pas gagné de première ligue sur cette période. Non. Ligue des Champions, quart de finale, battre le Real 3-0, comme tu as dit. Seulement le 3e match que vous jouez contre le Real. Et ouais, avec ce scénario-là. Donc ouais, je pense c'était ça pour moi l'angle de cette vidéo. On a vécu un moment d'histoire, c'était une semaine d'histoire. Il y a la mythologie d'Arsenal qui a été renforcée si on fait les 12 travaux d'Hercule, si on fait des panneaux historiques, si on fait les Égyptiens avec leur hiéroglyphe. Il y a un hiéroglyphe Declan Rice en train de contourner un mur. Et juste à côté, il y a un hiéroglyphe Nicolas Jover, votre entraîneur des coups de pied arrêtés, qui est en train de faire comme ça, là. Et il n'est pas en train d'imiter Mbappé après son but contre Gvardiol et Ruben Dias. Il est en train de dire, ouais, contourne le mur. Incroyable cette séquence. Et ouais, je suis allé regarder aussi pour comparer un petit peu au coup franc historique de l'histoire de la Ligue des Champions, parce que tu as totalement raison, c'est aussi affaire de contexte. Sur la beauté pure, le deuxième, il est clairement déjà là. Mais ensuite, sur le contexte, parce que si on posait la question, c'est quoi les plus grands coups francs de l'histoire de la Champions ? Pour moi, c'est vraiment un mix entre beauté et histoire. Et du coup, pour l'instant, ce sur quoi je suis tombé, c'est les coups francs très importants, mais peut-être pas les plus beaux. Par exemple, peut-être on peut dire le coup franc le plus important de l'histoire des Champions, c'est Koeman en 1992, prolongation contre la Sampdoria pour la première Ligue des Champions de l'histoire du Barça. C'est en finale, c'est le seul but du match, c'est en prolongue, c'est un moment d'histoire, le Barça de Cruyff 92, etc. Bon, c'est un coup franc puissant mis côté ouvert. Il est beau, mais peut-être pas aussi beau même certainement pas aussi beau que le deuxième de Rice, par exemple. J'ai vu, bon, ça remonte un peu, mais Mihailovic, l'année d'avant, en 91, un des plus grands tireurs de coups francs de l'histoire, qui a mis un triplé à l'époque, avec la Lazio, un triplé de coups francs en Serie A. Et là, c'était à l'époque Étoile Rouge de Belgrade. Il gagne la Champions en 91, et il en met un contre le Bayern en demi-finale de ce parcours historique. Il n'est pas très beau pour le coup, il est côté ouvert avec un rebond, le gardien reste un peu sur ses appuis, mais bon, si on parle de coups francs au contexte très très fort qui ont marqué la mythologie de tout un club, par exemple. Sur la vidéo, les supporters de Belgrade, ils sont dingues de ce coup franc. Et sinon, il est à la fois beau et très important symboliquement.
mais il n'y a rien derrière. C'est le coup, enfin derrière à plus long terme, c'est le coup franc de Neymar pour amorcer la remontada, le coup franc du 4-1. Ouais, côté gauche là. C'est ça, il est beau en plus, pour le coup, il est très très bien placé. Mm. C'est le début d'une petite histoire. Après, c'est juste le Barça derrière se fait taper par la Juve et bon, c'était pas un Barça suffisamment compétitif pour aller au bout en Champions. Et j'en ai quelques autres, par exemple, Ronaldo à l'Emirates en demi-finale 2009 contre vous. Le coup franc excentré là, 11e minute. Grosse frappe. Grosse frappe lourde. Et après, bon, moi, tu vois, genre, si on parle coup franc historique de la Champions, moi je suis quand même supporter de l'OL. Là, dans quelques heures, on joue un quart de finale contre Manchester United. J'ai hâte. Ça va être chaud. Moi aussi, j'ai énormément hâte. Et forcément, Johnny, il en a tapé des pas mal aussi. Sur la beauté pure, pour le coup, il est dans la conversation. Il en a genre 4 ou 5 qui sont dans la conversation. Facile. Contre le Real Madrid, la frappe fusante avec juste un petit rebond phase de groupe, quand on gagne 3-0 aussi contre le Real. Contre le Bayern d'Oliver Kahn, qui est le meilleur gardien du monde à cette époque, il le fait manger son poteau. Celui-là, franchement, il est dans la conversation aussi. Et contre le Barça, Victor Valdés, le coup franc super excentré côté ligne de touche, et il le fait rentrer dans ses filets. Il martyrisait totalement les gardiens. Seulement, bon, nous, c'était jamais en quart de finale de Champions, c'était au max en 8e contre le Barça et contre le Werder Brême aussi, hein, un coup franc magnifique en 8e. Et bon, on va jamais plus loin derrière on est éliminé en 8e au retour par le Barça, en quart après le match du Werder. On est sorti aussi. Donc je pense pour Declan Rice, en fait, la réponse c'est il faudra attendre de voir. Il faudra attendre de voir jusqu'où vous allez dans cette Champions. Mais ça peut devenir allez, top 2 ou 3 avec Koeman peut-être. Des coups francs les plus importants et sur la beauté pure. Les gars vont te parler depuis... moi, personnellement, j'étais tranquille, j'étais posé, j'ai bien analysé l'affaire et tout. Ouais. Il y a des beaux coups francs, c'est vrai. Moi, je trouve que c'était tout simplement exceptionnel. Tu vois, déjà, par exemple, on me parle beaucoup... J'ai revu le coup franc de Messi 2019, là. Contre Liverpool. Ouais. Voilà, ça, j'ai revu le coup franc. Beau, hein. Et j'ai dit, quand même... En fait, il est difficile parce qu'il y a une différence entre les deux. Moi, c'est là où la différence se fait. C'est comme avec Juninho, par exemple. Tu vois, moi, c'est comme ça, c'est là où je mets la catégorie du coup franc de Messi 2019 avec celui de Juninho. T'as les mecs, ils voient le mur, ils vont au-dessus du mur. Ça, moi, je trouve ça très fort. D'autant plus quand les gars, ils sautent. C'est ça qui rend ça, en fait, avec Messi incroyable. C'est que les gars sautent, eux tous ils sautent, et je me rappelle même d'un documentaire que j'avais vu sur le Brésil 2019 où Alisson parlait, parce que c'est l'année où le Brésil gagne la Copa América sans Neymar. Alisson parlait en disant, ce coup franc là, je dois jamais le prendre, mais dans mon mur, les gars, il y a un des mecs là, je pense c'est Fabinho ou je sais pas c'est qui baisse un peu la tête en fait. Tu vois. Et pourquoi il en parle, c'est parce qu'ils ont une demi-finale cette année-là quand ils gagnent la Copa contre l'Argentine. Tu vois. Et donc, ils se préparent mentalement déjà en se disant Messi va avoir un coup franc, Messi va me claquer un coup franc et tout. Et donc, à l'entraînement, je pense que c'était les All or Nothing là, de 2019. Magnifique, et à l'entraînement, tu vois les Brésiliens vraiment en train de s'entraîner à sauter. Et tu as Alisson qui est là, vient dire à Marquinhos, machin, il faut sauter en fait, il faut sauter droit, il faut sauter le maximum, il faut essayer de dévier la balle, il ne faut pas avoir peur. Et ça, c'est là ça qui rend le coup franc de Messi un peu mythique. C'est cette trajectoire de balle au-dessus du mur, en plus de l'histoire, le fait que ce soit un match de demi-finale aller de Ligue des Champions face à un des meilleurs Liverpool de l'histoire, et puis machin, et puis tout cela, tu vois. Donc, cette capacité à sauter le mur. Declan Rice, pour moi, ce qui rend le coup franc mythique, et personnellement, même dans ma réflexion après beaucoup avoir revu les trucs, je pense même pas que ce soit le deuxième qui soit le plus beau. Pour moi, c'est le premier qui est le plus beau. Parce que le deuxième encore, on a eu à créer un genre de faux mur. Donc, il y a 3 joueurs d'Arsenal, je pense, qui sont positionnés, Saka, machin et tout cela. Le gardien, normalement, il se dit, ça, c'est le côté que je dois protéger, ça doit être tranquille et tout. Donc, le ballon passe à travers notre mur à nous, plus ou moins. Donc, je considère que le mur du Real n'est pas trop bien positionné. Par contre, le premier, il place son mur. Le gars, il enroule le mur. En fait, c'est comme Roberto Carlos, en fait. Il a fait le tour du mur. C'est ça qui me choque. Il a pas mis au-dessus du mur. Il n'a pas mis en dessous du mur. Il l'a mis au-dessous. Ah mec, c'est intéressant parce que là, tu vois, dans cette conversation, je sens qu'on est en train de vivre le genre de conversations qui vont animer les bistrots, les tables de resto, les soirées longues d'été dans 10 ans. C'était le premier ou le deuxième le plus beau. En fait, ce qui a rendu le deuxième aussi incroyable,
c'est qu'il est tellement bien placé Ouais, que ça c'est vrai. personne ne peut aller C'est le vrai. chercher, même pas Thibaut Courtois. C'est vrai. Il est juste impossible à aller chercher. Et quelqu'un dira, ouais, et ce qui rendait le deuxième aussi magnifique, c'est que c'était le deuxième. C'était le deuxième dans le Oui, c'est match. vrai. Ça, c'était dingue. Ça, c'était dinguissime. Messi, quand il met son coup franc contre Liverpool, demi-finale, bon, déjà, ils prennent la remontada ensuite à Anfield. Mais en plus, c'était juste un but. Là, c'était le deuxième dans le match de Declan Rice, le seul joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à avoir marqué 2 buts sur coup franc sur la phase d'élimination directe. Et en plus, c'est Rice. C'est les 2 premiers coups francs de sa carrière. Personne ne Yes. savait qu'il pouvait les taper. Encore une fois, Messi, Juni, tout ça, on sait qu'ils peuvent les taper. Mais, mais lui, non. Donc ouais, juste moment magique. Je pense on continuera d'en parler pendant des années et des années et des années. Trop bien. Yeah, définitivement, définitivement. Maintenant, il faut faire le travail au match retour et essayer Oui. de rester sur les mêmes choses positives qu'on a vues durant ce match aller-là, tu vois. Je pense qu'on a montré pas mal de choses très positives. Ouais. Et on a montré au Real de quel bois on se chauffe. Je pense qu'on nous a beaucoup sous-estimés. C'est normal d'être sous-estimé, tu vois. C'est tout à fait normal. En fait, on boxe pas dans la même catégorie que le Real Madrid en termes d'histoire dans le football. On pèse pas la même chose, tu vois. Mais nous, on est un club, je pense, fort apprécié. On est un club familial. On est un club, j'ai envie de dire, pas que les autres sont pas humains, mais on va dire, entre guillemets, qu'on est un peu plus humain. Tu vois, genre, c'est Arsenal, c'est grand, mais Arsenal, c'est aussi un club à taille humaine, tu vois. Et je pense que c'est ça qui rend la chose magnifique. J'ai vu les vidéos de Anne Hathaway, j'ai vu pas mal de gens, les Idriss Elba, tout le monde était à l'Emirates. En fait, tout le monde était heureux. Tout le monde était heureux. C'était le bonheur total, en fait. Tu as envie de les apprécier, tu as envie de les aider, tu as envie qu'ils gagnent quelque chose, enfin. Maintenant, il va falloir tenir au match retour. Mais franchement, j'ai été très satisfait, en plus, avec le Gabriel qui n'était pas là. Ouais. Beaucoup de choses ont été dites, mais finalement, Kiwior, il a fait son match. Non, franchement, il y a de Tu sais qu'il y a quoi. quand même un gars qui croyait en vous, hein. Que ce soit sur ce match où je vous ai pronostiqué vainqueur, et depuis le début de saison, qu'est-ce qu'on dit sur Arsenal qui Yeah, va aller jusqu'à en Munich, finale, hein. hein, en finale de Ouais. Champions League, là. Je veux dire, ça se joue. En tout cas, il en reste pas beaucoup. Tu avais dit Arsenal, Atlético ou Inter. Ou c'est ça, hein, je pense que tu avais dit non. Arsenal, Non, Atlético, j'avais fait le Paris. prono Paris, Arsenal, Arsenal, Atlético ou Paris, une c'est équipe ça. qui a jamais gagné la Ligue des Champions C'est ça. va la gagner cette saison. C'est C'est la ça. Il t'en reste demi-finale deux. Arsenal-Paris, comme ça on prend la direction. Ça se jouera sur la finale. Donc mais bon, on aura l'occasion de revenir parce que je crois que malgré le fait que tu aies fait un débrief à 200 000 vues en 24 heures et que ça aussi, il y a une dimension. En 2025, les débriefs sont quasiment autant des événements que les matchs, en tout cas ceux de certains. Malgré ça, je pense que tu n'as pas fait encore ton plus gros débrief de la saison. Il arrive. Il est encore dans quelques jours, dans quelques semaines. Et j'espère pour toi que ce ne sera pas 0-4 Arsenal non, au Bernabéu. j'espère parce que sinon je vais être traumatisé. Franchement, ça c'est un traumatisme que je ne pourrais pas assumer. Ouais, ça c'est. Mais mec, tout le monde doit vivre sa remontada à un moment ou un autre. Donc, mais le plus tard possible. Et ça va, moi je vis des remontadas chaque année avec Manchester City en championnat. C'est vrai. 8 points d'avance et pourtant, non, c'est vrai, c'est très vrai. Quelque chose d'autre qui m'a marqué dans ces quarts de finale, et c'est, disons, 2025, je trouve, c'est une année un peu tournant du foot. Déjà, on bascule dans le deuxième quart de ce siècle et ce qu'on voit en ce moment, c'est une nouvelle formule de Ligue des Champions qui a totalement transformé le paysage de cette compétition. Aujourd'hui, on va arriver à la fin. Si les 4 équipes qui l'ont apporté à l'aller vont en demi-finale, donc Barça, Arsenal, Inter et Paris Saint-Germain, 3 de ces 4 équipes, c'est 3 qui ont fini parmi les 4 premières du tableau de la phase de Ligue. Okay, le Barça avait terminé 2, Arsenal 3, Inter 4. Et peut-être les 3 se retrouvent en demi-finale de Champions. Et l'équipe 1, Liverpool, a été sortie par le Paris Saint-Germain, qui du coup serait l'équipe qui aussi y irait. C'est ce truc des têtes de série de chaque côté, de chaque quart, de chaque coin du tableau, c'est en train de nous donner des potentiels demi-finales extraordinaires. Donc on y viendra. 2025 est une année un peu historique pour ça, aussi parce que je trouve, si on parle de jeu, moi, il y a un truc qui est en train de me marquer en ce moment, c'est quand je regarde les meilleures équipes de la planète aujourd'hui. Avant, il y avait plusieurs manières d'attaquer, je trouve. Et tu choisis ton camp un peu, tu vois. Soit tu es une équipe possession, positionnelle à l'extrême, s'installer dans le camp adverse, faire le fameux match guardiolien à 1000 passes,
Voilà, ça on sait, par exemple, c'est le Barça de Guardiola, c'est des équipes qui t'acculent, et ok, ça c'est une manière d'attaquer. Deuxième manière d'attaquer, qu'on connaît depuis encore plus longtemps, c'est les équipes transitionnelles à l'extrême. Bloc bas, regroupées, défensivement très fortes, et après à la récupération, on déplie le point et on explose beaucoup de vitesse. C'est, disons, l'Atlético Madrid, c'est les équipes italiennes de l'époque, etc. Des équipes transitionnelles contre-attaque. Après, il y a eu les équipes gegenpressing, qui se procuraient le plus d'occasions via les ballons qui gagnaient très haut sur le terrain après la perte de balle, le Dortmund de Klopp, troisième manière d'attaquer. Et après, il y avait les attaques galactiques qui, bon, moins de structure, moins d'idées élaborées sur le jeu, mais comme le Real Madrid, bien sûr, quelques autres, et comme les équipes par exemple, de sélection, on va laisser nos talents individuels se débrouiller, on va juste grosso modo mettre les meilleurs sur le terrain et on voit ce que ça donne. C'est un peu les 4 camps, je trouvais, et tu choisissais ton camp. Aujourd'hui, je trouve que les meilleures équipes, elles font les 4. On est passé dans l'ère des attaques totales. Quand je regarde Paris et Barça, par exemple, elles ont la qualité positionnelle pour trouver les espaces face à un bloc bas. Elles ont la qualité de transition, d'attaque très très rapide. Le Barça de Flick, maintenant, c'est une équipe extrêmement verticale. Le Paris Saint-Germain, quand Dembélé, Hakimi, Barcola sont lancés dans la profondeur, Kfara, c'est des équipes qui contrent et qui n'ont pas besoin de passer 1 minute avec ballon, peuvent passer 10 secondes avec ballon et générer une action dangereuse. Elles ont la qualité de contre-pression, comme le Dortmund de Klopp, où Barça et Paris Saint-Germain génèrent de grosses occasions de but avec des ballons gagnés dans les 30 mètres adverses, parfois des deuxièmes ballons gagnés dans les 30 mètres adverses. Et elles ont aussi une petite dimension galactique, où parfois, on ne trouve pas forcément la solution collectivement sur un de ces 3 tableaux-là. Ben, c'est pas grave, on a Dembélé, Doué, Kfara, Lamine Yamal, des gars qui, des supernovas qui illuminent le terrain d'un dribble. Et je trouve, 2025, on parle souvent, parfois tu entends des interviews d'anciens joueurs, etc. Le foot s'est appauvri, on a moins de superstars, on s'ennuie, le niveau technique a baissé, etc. Oh, ça, Ouais. c'est des... Ça nous fatigue, les tontons, non? Ça, c'est des nostalgiques, franchement. J'ai entendu la dernière fois tonton Pérez. Il était là, me fatiguer. J'ai dit, ça, c'est des nostalgiques. Tu vois, c'est-à-dire que l'affaire, elle est simple. Elle est très simple. En fait, c'est juste que les gars, ils avaient des... C'est simple. Il y a quoi? Il y a environ 20 ans de différence entre nous. Nous, on est 90. Eux, c'est genre 60... c'est genre 80, non? Non, il y a environ 10-15 ans de différence de carrière. Pires, donc on va dire, ça doit être 75, un truc comme 75, donc c'est ça, c'est les années 70. Et puis tout cela, moi, j'ai juste envie de 73, dire que 73, c'est ça. Dans les années 70... Post-deuxième guerre mondiale, l'économie est en train de revenir à son top. Voilà, tout va très bien. Les parents sont inspirés, ils ont donné de beaux noms. C'est tout. Les gars avaient juste des beaux noms. En fait, ils nous fatiguent avec leur liste du Ballon d'Or 2003. Là. Chaque année, ils nous sortent le liste du Ballon d'Or 2003 pour nous dire qu'il y avait Thierry Henry, il y avait Zidane, il y avait Ronaldinho, il y avait Cafou, il y avait Maldini. Ils avaient juste des beaux noms. Aujourd'hui, on vit une époque, c'est différent. Dans ce temps-là, quand on vivait l'époque en tant que tel, en 2003, quand tu vivais l'époque, dans toute cette liste-là, il y avait pas mal de gars, c'était des grands tocards de temps en temps. C'est la même chose aujourd'hui. Oui. C'est normal. Oui, totalement. En rétrospective, c'est trop facile. Dans 20 ans, on va dire que du positif de Mohamed Salah. On aura oublié que Mohamed Salah aura raté son match face à Paris, tu vois. Donc, c'est un peu cela. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut arrêter de nous fatiguer avec un peu cette nostalgie. À l'ancienne, le football, c'était mieux avant. Je pense que le football, il a évolué et tu as raison. Effectivement, il a vraiment évolué et c'est vrai que c'est intéressant de voir cette... En fait, la dernière fois, j'étais en train de penser à cela et j'étais comme... C'est simple, c'est comme aujourd'hui, quand on regarde dans n'importe quel sport, je regardais le documentaire des Jeux Olympiques sur Netflix avec les États-Unis et la France. Majoritairement. Ils ont parlé un peu des autres pays et tout, mais c'était plutôt les États-Unis et la France. Et à un moment donné, au début du documentaire, tu as l'équipe de France qui parle, Batum, je pense que c'est Nicolas Batum, c'était lui le capitaine, qui parle et tout, et qui explique la force de l'équipe de France en disant c'est une équipe qui est très défensive. Effectivement, c'est une équipe qui est très défensive. Tu as Wemby, tu as Batum, tu as, comment il s'appelle, Defensive Gobert. Player of the Year. Gobert. Gobert. T'as Rudy Gobert, t'as que des gars, en fait, normalement, ça doit tenir. Mais à un moment donné du tournoi, ils se sont rendus compte que défendre, l'Allemagne t'a tapé.
qu'à un moment donné, il faut attaquer. À un moment donné, il faut sortir. Donc, en fait, pour moi, je regarde ce parallèle-là et je me dis, les parallèles sont un peu les mêmes aujourd'hui au football. Au football, on te dit aujourd'hui, il faut savoir défendre, tu vois. Mais autant il faut savoir défendre, il faut aussi savoir attaquer. Et ça, c'est la force de pas mal d'équipes. Et tu l'as dit, moi, il y a une équipe, je pense, qui regroupe un peu tout cela. Et c'est l'équipe qui me fait le plus peur. Et moi, j'en parle pas parce que je les regarde pas très souvent. Mais chaque fois que je les regarde, j'ai peur, c'est l'Inter. Et franchement, je comprends pas. Des fois, j'ai vu le match face au Bayern. Je l'ai pas débriefé, mais j'ai vu tout le match. J'étais choqué. En fait, eux, on dirait qu'ils vivent plusieurs matchs dans le match. De temps en temps, ils ont le ballon pendant 10 minutes. Tu penses que les gars, ils savent faire tiki-taka. Ils sont très dangereux, très dangereux. Mais c'est des ouf. Après, ça balance un long ballon. Tu as toujours la même. Mais je pense la dernière fois, je lisais un article dans des Athlétiques ou un truc comme ça. Ils en ont fait un article, en fait. La technique de l'Inter, là, où il y a le Taremi qui décroche, Thuram qui décroche, l'autre qui monte comme ça. Ils font le même contre à chaque fois. Ils l'ont fait genre 4 ou 5 fois cette année en Ligue des Champions, notamment face au Bayern, pour ce but de Lautaro Martinez. Donc, aujourd'hui, le football est devenu total, effectivement. Il est devenu total. En fait, si tu n'es pas capable de jouer sur tout ce qui est... Tu n'es pas capable d'utiliser, en fait, tout, à un moment donné, tu vas souffrir quelque part, tu vois. Et c'est vers ça que vont un peu la plupart des coachs. Et je pense que c'est important. C'est comme l'évolution un peu. Tu parlais du gegenpressing tout à l'heure avec Liverpool. Regarde ce que Arne Slot, il a amené cette année, en fait. On dirait que, c'était rock'n'roll, mais lui, il a ramené un tout petit peu, un peu de douceur, un peu, tu vois, dans ce rock'n'roll-là, un peu de contrôle dans ce rock'n'roll-là, genre, canaliser vos énergies. C'est pas toujours on va presser. De temps en temps, on va subir un peu. De temps en temps, on va ressortir, dépendamment du tempo du match. Un match n'est plus linéaire maintenant. Il n'est absolument plus linéaire. Il faut savoir lire les moments du match au bon moment pour pouvoir s'ajuster. Et effectivement, il y a pas mal de bonnes équipes qui réussissent à le faire. Et là où je suis encore plus surpris, c'est celles qui réussissent à le faire quand elles n'ont pas forcément toutes les armes qu'il faut, en fait. Tu vois, c'est ça qui est assez cool. C'est-à-dire que des fois, on te dit que pour jouer un football de transition, il faut des joueurs rapides. Pour jouer avec, je sais pas moi, pour jouer sur des longs ballons aériens, machin, déviation, tout ça, il te faut un attaquant pivot. Alors que il y a plein de choses aujourd'hui où il y a des coachs, ils n'ont pas ce genre de profil-là, mais ils réussissent quand même à aller chercher le maximum de ces joueurs. Donc le football, comme dirait Mbappé, il a changé. il a bel et bien changé. Mais c'est vrai, c'est très intéressant ce que tu dis sur Slot. Et c'est l'inverse que Flick a apporté au Barça. Une équipe classiquement tempo beaucoup plus lent, contrôle, et il a apporté une verticalité exceptionnelle qui en fait une équipe très très divertissante. Mais je pense que vraiment, avec actuellement le Paris Saint-Germain, le Barça, l'Inter et Arsenal, les 4 équipes qui ont remporté leur demi-finale aller en attendant les matchs retour, on a 4 très très belles équipes de foot. Attention, le foot, c'est jamais écrit avant le coup de sifflet final. Tout peut se passer sur ces matchs retour. Mais Stan, je pense qu'on a vécu une magnifique semaine. Est-ce que tu as un mot en plus à nous dire ? Ouais, avant de finir, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Le football, il a changé, il a évolué. Mais il y en a un, on dirait, franchement, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. On dirait qu'il a été tétanisé. Tu vois, et ça, c'est Unai Emery hier. Parce que on est d'accord que le Paris Saint-Germain a fait un bon match. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Toi, tu en as parlé depuis quelques temps. Tu en parles. Paris, c'est une équipe qui est différente. C'est une équipe qui sait jouer au football, qui sait maîtriser les différents temps forts d'un match. Luis Enrique a réussi quand même à changer un tout petit peu la mentalité de cette équipe-là. Plus qu'un peu. Carrément, beaucoup changé. Ils attaquent ensemble, ils défendent ensemble. Ouais. C'est vraiment incroyable, en fait. Tu vois, c'est vraiment un groupe solidaire qui va essayer d'aller chercher un truc qui n'a jamais existé, tu vois. Et c'est comme ça qu'on va chercher un truc qui n'a jamais existé, d'ailleurs, en passant petit parallèle avec Arteta. C'est comme, j'ai l'impression, des fois, Marseille 93, là. La Ligue des Champions. En fait, c'est quand vous êtes un groupe et que vous dites, bon, c'est jamais arrivé, on va le faire, ça marche. Quand il n'y en a pas un qui sort du lot, quand c'est vraiment tout le monde qui se serre les coudes et qui va ensemble, en fait, tu vois. Donc, Paris a cette ADN-là en ce moment. Luis Enrique l'a amené et ça fonctionne. Mon problème, il est simple, c'est l'adversaire en face. Je m'attends à ce que Aston Villa fasse un match de Première Ligue. Je m'attends à ce qu'il mette une certaine intensité. Je m'attends pas à ce que le gars, il vienne et qu'il défende. Surtout qu'il a de quoi contrer le Paris Saint-Germain. Ils ont eu 2 erreurs, le PSG. Aston Villa a failli capitaliser sur les 2 erreurs. En fait, c'est pour dire que si tu viens avec un peu plus d'ambition, un peu plus de courage, à un moment donné sur le terrain, tu peux peut-être faire mal à cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais ils sont venus avec Unai Emery, ancien coach du PSG. En plus, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une question d'honneur un peu interne, tu vois, quelque chose qui le touche. Le même honneur qu'il a quand il joue Arsenal. L'année passée, on perd le titre.
On joue 2 fois à Aston Villa, ils nous battent à l'aller et au retour. À cause de Unai Emery, ce tocard-là, il était tellement déterminé pour nous empêcher d'être champions. Par contre, quand il faut jouer Paris, il n'y a plus personne. Donc, ouais, moi j'ai été déçu de cette équipe de Villa-là. Paris leur a donné un but en plus. S'il n'y a pas cette erreur de Nuno Mendes, là, je pense qu'ils n'encaissent pas. Donc, ouais, totalement déçu dans cette semaine. Ouais. C'était intéressant, je pense, leur plan de jeu, c'était... bon, pour le coup, on voit beaucoup à Aston Villa, bloc médian agressif. En Première Ligue, contre Bruges aussi, par exemple, en Champions, c'était beaucoup de ça. Et je pense leur idée, c'est, si on peut faire mal à Paris d'une manière, c'est dans le dos avec genre Rashford, qui a été titularisé, par exemple, à la place de Watkins, en 9. Ça dit beaucoup de choses sur l'idée. On va essayer vraiment de piquer en contre, mais le truc c'est que j'ai vu une séquence où Rashford est lancé sur un ballon récupéré, genre, ils sont à 30 mètres de leur but, hop, tout de suite, peut-être Tielemans qui lance Rashford dans la profondeur, mais il y a Nuno Mendes qui le rattrape et qui repasse devant. En fait, Paris est aussi assez difficile à contrer comme ça sur attaque rapide quand tu as Mendes et Hakimi qui peuvent faire les replis défensifs et te boucher l'espace. Donc ouais, c'était une configuration pas évidente pour eux. Je pense toutefois que même dans un match où ils ont souffert comme ça, s'ils ramenaient la défaite 2-1, ouais, pourquoi pas. Je pense qu'ils l'auraient vu comme un bon résultat. Je pense Emery aurait été content de ramener le 2-1. 2-1 était excellent. 2-1, c'était excellent. C'est pour cela que je disais que le but de Nuno Mendes, c'est un peu la deuxième bouteille d'oxygène dont tu avais besoin pour te dire que je peux aller faire de la plongée sous-marine à Aston Villa, tu vois. Parce que bon, avec une bouteille d'oxygène, c'était peut-être risqué, tu vois. On sait jamais là-bas. Les bandits de Birmingham, les Peaky Blinders. Ça, tu connais les Peaky. D'ailleurs, les supporters du PSG, ils avaient fait une banderole. By order of the Paris SG fans. By order of the Peaky Blinders. Peaky Blinders, franchement, ils ont bien joué. J'aimerais bien qu'ils débarquent. Ce serait cool qu'ils débarquent. Avec le béret. Ils aiment bien s'habiller. Luis Enrique avec le béret, tout le monde avec le béret. Écoute, ce sera très vite parce que c'est mardi. Mardi, retour à Birmingham et on saura si le Paris Saint-Germain retrouve les demi-finales de Champions League pour la 2e saison consécutive. 2 saisons Luis Enrique et 2 demi-finales de Champions. Ça commencerait à ressembler à quelque chose et cette année, Paris peut le faire, mais je crois qu'on va peut-être vite reparler d'une demi-finale de Ligue des Champions parce que ça prend une tournure très très intéressante. En tout cas, Stan, merci beaucoup d'avoir été là, de nous avoir partagé cette semaine magnifique que tu viens de vivre. Merci de nous avoir donné un petit peu de ce temps et de cette émotion-là. Et on se retrouve très très vite pour la prochaine. Les amis, merci à vous aussi de votre temps et de votre énergie dans les commentaires. On vous voit. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et à dans quelques jours